En juillet 2009, le suspense prend fin. Porsche doit jeter l'éponge. Le personnel presse Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance, de l'informer de la suite des événements. Verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke. L'affrontement avait duré des mois. L'adversaire de Wolfgang Porsche, c'est lui, Ferdinand Piëch. Il a passé 8 ans à la tête de Volkswagen. Il est sans doute le patron de l'automobile le plus puissant d'Europe. C'est un tacticien redoutable, un excellent stratège, et c'est un technicien. C'est peut-être ce qui explique certaines de ses options stratégiques. Il ne pardonne aucune erreur. Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche. Ils sont les personnages principaux de cette guerre économique que se livrent Volkswagen et Porsche. Mais ils sont aussi cousins, puisqu'ils sont tous les deux des petits-fils du célèbre Ferdinand Porsche. Les cousins Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche. Le combat entre Porsche et Volkswagen est aussi une affaire de famille. C'est une histoire d'une extraordinaire ampleur. La famille est immense. Elle est historiquement liée à l'industrie automobile européenne et mondiale. Ils sont tous cousins, parents, neveux, enfants ou petits-enfants de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche a fondé la dynastie au début du XXe siècle. C'est un ingénieur, un inventeur passionné. La compétition automobile l'a fait définitivement passer à la postérité. Au milieu des années 30, son nom est sur toutes les lèvres. Ses bolides remportent pratiquement toutes les courses. C'était quelqu'un qui avait, disons, un caractère assez explosif. Comme tous les génies, il n'était pas toujours facile à vivre. Ferdinand Porsche avait une fille et un fils, Louise et Ferry, des tempéraments très différents. Si on voulait comparer mon père et sa sœur, je dirais que mon père avait une sorte de tendresse maternelle, ce qui ne veut pas dire qu'il était faible. Ma tante, elle, avait un caractère plus résolu. Mon oncle était plus conciliant, plus pondéré. Ma mère était plutôt agressive, un peu comme mon grand-père. Ferdinand Porsche avait placé tous ses espoirs dans son fils. Ferry devait se sentir appelé à jouer le rôle de prince héritier. Mais sa sœur Louise savait elle aussi ce qu'elle voulait. Frère et sœur étaient rivaux. Louise et Ferry Porsche étaient très attachés l'un à l'autre. Mais leur rapport était aussi très conflictuel. Ils avaient une relation d'amour-haine, avec des hauts et des bas. C'était probablement un lien très particulier, différent de ce qu'on trouve chez la plupart des frères et sœurs, et qui impliquait aussi une certaine dose de rivalité. Toute sa vie, Ferry Porsche a été le petit frère, et sa sœur le lui faisait sans doute sentir. Ferry a-t-il dû se battre pour sa place? Contre Louise? On rapporte que lors d'une réception dans la maison familiale, quand ils avaient une petite vingtaine d'années, ils se sont battus avec une telle violence physique que la fête a tourné court. En 1927, Louise Porsche épouse Anton Piëch, le conseiller juridique et financier de la société paternelle. Anton Piëch était l'un des associés qui ont fondé la société Porsche à Stuttgart. On peut donc dire que l'histoire des Piëch et celle des Porsche sont liées depuis 1930 au moins. Ferry se marie à son tour. Son épouse, Dorothea Reitz, est convaincue des bienfaits de la pédagogie Waldorf.
C'est l'époque où Ferdinand Porsche, leur père, travaille sur un projet d'automobile qui serait accessible à tous. Une voiture du peuple. Dès le début, il travaille avec son fils Ferry. Les deux hommes élaborent différents prototypes. Leur client potentiel est le régime nazi, qui voit en cette voiture un instrument de mobilisation populaire. Hitler reçoit Ferdinand Porsche et le charge de développer la Volkswagen, littéralement la voiture du peuple. En 1936, les Porsche construisent à Stuttgart une fabrique destinée à tester les prototypes produits en petite série. C'est le berceau des usines Porsche actuelles. Père et fils forment une équipe bien rodée. Ferry Porsche dirige les essais. La Volkswagen de Stuttgart pourrait bientôt être fabriquée en série. Mais pour cela, il faudrait une usine plus importante et le soutien d'Hitler. Bien sûr, il s'est un peu mis au garde à vous, comme on dit. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Ferdinand Porsche devient le constructeur automobile d'Hitler. La production en série de la voiture du peuple peut commencer dans la future Wolfsburg. La première pierre de la ville nouvelle est posée en 1937. Les nazis la baptisent ville KdF, la force par la joie. Puis Hitler déclenche la guerre. À présent, l'usine KdF fabrique des véhicules militaires. Pour la famille Porsche, la production est source de bénéfices substantiels. Sur place, l'usine est dirigée par Anton Piëch, le gendre du fondateur. Anton Piëch est devenu un homme très puissant à Wolfsburg. De nos jours, on le qualifierait de jusqu'au-boutiste. Porsche et Piëch étaient capables d'agir sans aucun scrupule. Ils ont eu recours au travail obligatoire, ils ont fait réquisitionner des travailleurs forcés et plus tard des prisonniers juifs. Et ils savaient parfaitement ce qui se passait. Ce recours à les travailleurs forcés contribue à l'effort de guerre, mais également à la prospérité des Porsche. La famille restera toujours liée à l'entreprise qui deviendra ensuite Volkswagen. Pendant la guerre, l'usine est bombardée. Le clan Porsche-Piëch se réfugie en Autriche. Il s'installe dans la propriété familiale à Zell am See. Ils y ont vécu une bonne partie de l'après-guerre. Le bon côté, c'était que les familles Porsche et Piëch y ont passé une grande part de leur temps. Et elles se sont efforcées de supporter les périodes difficiles de la guerre et de l'après-guerre. Ferry Porsche est là lui aussi. Entre-temps, sa famille s'est agrandie. Il a 4 fils. Wolfgang est le benjamin. À cette époque, les enfants Porsche et Piëch jouent encore ensemble. Quand on traverse des moments difficiles, on se supporte parfois beaucoup mieux qu'en temps normal. Et dans cette situation, nous étions très unis. Pour le moment, les 4 enfants de Ferry Porsche et les 4 enfants de Louise Piëch s'entendent bien. Ils admirent Ferdinand Porsche, leur illustre grand-père. Le deuxième fils de Louise, Ferdinand Piëch, est particulièrement enthousiasmé par les inventions de son aïeul. Mais après la guerre, ce dernier intéresse aussi les occupants français. Il convoque Ferdinand Porsche avec son fils Ferry et son gendre Anton Piëch à Baden-Baden, soi-disant pour discuter de l'avenir du constructeur. Mais le projet tourne court. Ils étaient en train de dîner quand les services secrets français ont fait irruption et les ont arrêtés en leur reprochant d'avoir fait subir de mauvais traitements à des travailleurs forcés français et volé des procédés appartenant à la société Peugeot. Et cela pour le compte de l'usine KdF. On ne saura jamais si les accusations portées contre Ferdinand Porsche et son gendre étaient fondées. Quoi qu'il en soit, les 2 hommes passent près de 2 ans derrière les barreaux. Quant à Ferry Porsche, il est rapidement relâché.
Après sa libération, Ferry Porsche a commencé à fabriquer une nouvelle voiture. Il avait toujours eu de bonnes idées, mais il n'avait jamais pu s'affirmer dans l'ombre de ce père tellement charismatique. En partant d'une coccinelle, Ferry va élaborer la première automobile qui portera le nom de Porsche. À sa sortie de prison, Ferdinand Porsche se montre satisfait de son fils et de son œuvre, la 356. Ça a un peu été son brevet de maîtrise qui lui a permis de sortir de l'ombre. Peu après la guerre, la ville KDF est rebaptisée Wolfsburg et l'usine détruite et reconstruite sous le nom d'usine Volkswagen. Mais la famille Porsche-Piëch entend faire valoir ses droits, car selon elle, Volkswagen et Porsche sont indissociablement liés. Quand l'usine Volkswagen a recommencé à tourner, Ferry Porsche s'est adressé au tout nouveau PDG et lui a dit « C'est nous qui avons les droits sur la Volkswagen. C'est nous qui l'avons mise au point, c'est notre idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ferry Porsche passe un marché. Pour chaque coccinelle vendue, 5 marques sont reversées à la famille, et ce aussi longtemps que le modèle sera fabriqué. Les royalties tomberont pendant des décennies. De plus, la famille Porsche-Piëch obtient l'exclusivité de la vente des Volkswagen en Autriche. Le patriarche meurt en 1951. Son fils Ferry s'est sans doute vu dans le rôle du successeur légitime. N'est-ce pas lui qui a fabriqué la première voiture à porter le nom de Porsche? Mais son père en avait décidé autrement. À l'ouverture du testament après la mort de Ferdinand Porsche, tout le monde a manifestement été très étonné. Il ne désignait pas Ferry comme légataire et responsable de la société, mais avait réparti son héritage à parts égales entre sa fille Louise Piëch et son fils Ferry Porsche, sans spécifier lequel des deux devait tenir les rênes. Le ver est dans le fruit. La concurrence entre les Porsche et les Piëch durera des décennies. Pour l'instant, ils arrivent sans heurts à trouver des arrangements. Ferry et Louise. Il y avait aussi une certaine séparation des pouvoirs. Alors que ma tante fondait et dirigeait la société en Autriche, mon père faisait de même à Stuttgart. Rétrospectivement, je dirais que ce n'était peut-être pas si mal, parce que chacun avait son territoire et sa mission, et qu'il y avait une certaine distance entre les deux. Ferry Porsche est le constructeur de la famille. À Stuttgart, il fabrique des voitures de course, comme son père. Il agrandit les locaux. Porsche devient une petite usine, où le modèle qu'il a mis au point, la Porsche 356, est fabriqué à la chaîne. À Salzbourg, le pouvoir est entre les mains de la famille Piëch, c'est-à-dire de Louise, la sœur de Ferry, et de son mari Anton. Eux sont dans les affaires, et s'enrichissent grâce à leur contrat d'exclusivité sur la vente de Volkswagen. Car au début des années 50, les usines Volkswagen à Wolfsburg tournent elles aussi à plein régime. La petite voiture est produite en masse. Puis Louise Piëch se retrouve seule avec 4 enfants. Anton Piëch est mort d'un infarctus le jour de l'anniversaire de sa femme. À la mort de son père, Ferdinand Piëch a seulement 15 ans. Du même coup, il a aussi un peu perdu sa mère, parce qu'il fallait faire tourner l'entreprise, s'occuper des opérations courantes, et que cela ne devait pas lui laisser beaucoup de temps pour s'occuper de ses 4 enfants. Louise Piëch envoie son fils Ferdinand en Suisse, dans un pensionnat austère. Le garçon se retrouve seul, loin de sa mère et de ses frères et sœurs. Ça l'a vraiment endurci dans le pire sens du terme. Il est passé par là parce qu'il y était contraint. C'est encore un peu ce qu'on peut lire sur son visage, cette dureté, mais aussi cette énergie, cette force intérieure, cette résolution que cela lui a permis d'acquérir. Une grande force, la volonté de ne jamais baisser les bras et de faire cavalier seul.
Ça a été primordial pendant ses années d'internat et sa scolarité. Je ne peux compter que sur moi pour me construire des murs, sinon je suis perdu. À Stuttgart, les enfants Porsche, les cousins de Ferdinand Piëch, ont une enfance heureuse, dans la villa léguée par leur célèbre grand-père. C'est un monde intact, avec un jardin et un chien. Les Porsche sont fiers de leur vie de famille et n'hésitent pas à prendre la pose devant les caméras. Pendant que leur cousin Ferdinand est éduqué à la dure, les enfants Porsche fréquentent l'école Waldorf de Stuttgart, où on ne leur apprend pas à réprimer leurs sentiments, mais où on les encourage à exercer le libre épanouissement de leur créativité. Mon père partait de bonne heure. Il rentrait le midi, faisait 10 minutes de sieste après déjeuner, buvait un café, repartait au travail et ne rentrait pas avant 7h, 7h30 du soir. Je me souviens que j'étais souvent dehors devant le portail, qu'il me disait « Je reviens d'ici un quart d'heure », mais il ne réapparaissait qu'au bout de plusieurs heures. Si Ferry Porsche ne compte pas les heures qu'il passe à l'usine de Stuttgart, c'est aussi parce qu'il tient au caractère familial de l'entreprise. Chez Volkswagen, la situation est radicalement différente. C'est une société par action. Au début des années 60, elle emploie 70 000 personnes. L'usine de Wolfsburg devient l'un des moteurs du miracle économique allemand. Et tant qu'on vend des coccinelles, la famille Porsche-Piëch continue d'empocher les royalties. À Stuttgart, la petite entreprise de voitures de sport dirigée par Ferry conserve un lien direct avec Volkswagen. Le bureau d'études Porsche développe sans cesse de nouveaux modèles pour l'usine de Wolfsburg. Quant à la voiture qui porte le nom de la firme, la Porsche 356, elle est devenue un incontournable de la jet set des années 50. Ferry Porsche a mis l'entreprise sur les rails. À Salzbourg, en Autriche, sa sœur Louise Piëch est une figure de la bonne société. Elle fait prospérer l'entreprise. Il y a bien longtemps que la commercialisation et l'exclusivité sur les ventes de Volkswagen génèrent d'énormes bénéfices, bien supérieurs à ce que rapporte la production de Porsche. La branche Piëch veut donc participer aux décisions prises à Stuttgart. Entre Louise et son frère, il y a de l'eau dans le gaz. Nous avions remarqué que Louise Piëch avait son mot à dire à chaque fois qu'il y avait une décision importante. Et aussi, quand nous demandions à Ferry Porsche quelle orientation il fallait suivre, il disait « Il faut que j'en parle avec Louise pour savoir ce qu'elle en pense. » Mais à la différence de leur père, Ferry et Louise veulent régler leur succession de leur vivant. Ils ont partagé leur entreprise en 10 parts. Chacun des 4 enfants Piëch et des 4 enfants Porsche a reçu 10%. Et ils ont gardé 10% chacun. Du coup, tous les enfants ont voulu s'investir dans la société et y avoir leur place. Mais si tous ont le même nombre d'actions, qui va diriger la dynastie industrielle? Le fils aîné de Ferry semble tout désigné pour le rôle du dauphin. Sera-t-il le prochain chef du clan? Mon grand-père, Ferry Porsche, a pris le risque. Il a dit « Je mise sur mon successeur, Ferdinand Alexander. Je suis sûr qu'il saura développer quelque chose de personnel qui sera porteur d'avenir. » Ferdinand Alexander Porsche, formé à l'école Waldorf et designer, arrivera-t-il à s'imposer? Car l'entreprise accueille bientôt un nouvel ingénieur, son cousin Ferdinand Piëch. Comme tous les membres de la famille, il possède lui aussi 10% de la société. À son arrivée, il s'est mis à définir les orientations, y compris au niveau du sport automobile.
Et on a senti qu'un vent nouveau a commencé à souffler sur l'entreprise. Il ne s'intéressait qu'au développement. Il était ingénieur et voulait fabriquer des automobiles et des voitures de course, et rien d'autre. Dans l'entreprise de son oncle Ferry Porsche, Ferdinand Piëch travaille jour et nuit à l'amélioration des moteurs. Il veut obtenir des performances optimales et adore les défis. Il était obsédé par la volonté d'obtenir les meilleurs résultats techniques. Ça a posé problème à beaucoup de gens, mais moi, ça m'a toujours enthousiasmé. Il a un modèle, Ferdinand Porsche. Il cherche surtout à marcher dans les pas de son grand-père. Il veut lui aussi être le fignoleur de génie qui va mettre au point des voitures de sport et de course. Il n'a pas complètement tort quand il dit qu'il a de l'essence dans le sang. Et ce carburant, cette passion pour les voitures et par là même pour l'industrie automobile, c'est justement ce qui manque à la branche Porsche. Ferry souhaite ardemment que Porsche reste une entreprise familiale. Il fait entrer son deuxième fils, Hans-Peter, dans la société. Entre-temps, un nouveau modèle est en préparation, la Porsche 911. Le projet est confié aux deux fils de Ferry. Quand on était là-bas, on avait toujours l'impression d'être en famille. Chez Porsche, on pouvait entrer dans le bureau du chef et lui parler sans aucun problème. Et ça forgeait tout le climat de l'entreprise. À la différence de ses cousins, Ferdinand Piëch se passionne pour le sport automobile. Il veut battre des records, à l'instar de son grand-père. Mais les modèles peuvent encore être perfectionnés. Les voitures de sport de Porsche sont certes maniables, mais pas toujours assez rapides. Nous avions l'avantage sur les parcours riches en virages, comme le Nürburgring ou la Targa Florio. Mais sur des circuits comme celui du Mans, où la vitesse de pointe joue un rôle décisif, nous ne pouvions pas finir en tête. Et Piëch veut gagner. Il ne peut pas se contenter d'une deuxième ou d'une troisième place. Peu à peu, l'idée de miser sur une super voiture a pris forme. Sans en parler à son oncle et à ses cousins Porsche, Ferdinand Piëch se met au travail pour mettre au point une voiture de course révolutionnaire, la Porsche 917. Une machine infernale, comme on n'en avait encore jamais vu. Le jeune ingénieur veut prouver sa valeur aux yeux du monde. À l'image de sa mère, Louise Piëch, il a un caractère bien trempé. Il n'est pas homme à faire des compromis. Il fallait des gens comme Ferdinand Piëch et sa mère, qui n'étaient évidemment pas étrangères à tout ça, pour dire « Nous prenons le risque ». Car c'était un risque. Pour l'entreprise telle qu'elle existait à l'époque, ça représentait des coûts énormes. Et Ferdinand Piëch a dû se montrer très persuasif et se donner beaucoup de mal pour convaincre son oncle. Ferry qualifiait cela d'extravagance, de délire technique, dont il n'appréciait pas la radicalité, et qu'il n'avait pas non plus envie de continuer à financer. Sur le long terme, ça revenait trop cher. Il poursuivait des objectifs matériellement incompatibles avec le budget de l'entreprise. Jusqu'au jour où la situation a explosé. Rien que pour obtenir l'homologation, il faut fabriquer 25 exemplaires du bolide. Il a lancé la production de la série avant même d'avoir terminé le moteur du prototype. Ferry Porsche a sans doute poussé des hauts cris et traité son neveu de tous les noms. Ferry contre Ferdinand. L'oncle contre le neveu. Porsche contre Piëch. Ferdinand Piëch a simplement démarré avant tout le monde, en mettant toute la gomme. Il est peut-être allé un peu trop vite pour les Porsche. Les Porsche sont fiers de leur marque, mais aussi toujours un peu réservés. On n'est pas toujours obligé de montrer les dents et d'étaler tout ce qu'on peut faire. Mais de son côté, Ferdinand Piëch a cette volonté inébranlable de ne jamais perdre son objectif de vue, de ne cesser d'aller de l'avant,
et de toujours se donner à fond en allant jusqu'aux limites les plus extrêmes. Une fois qu'il s'est mis quelque chose en tête, il arrive toujours à ses fins. Je dois dire, à mon avis, c'est certainement le seul de la famille à pouvoir s'imposer de la sorte. En 1969, lorsque son neveu dévoile son œuvre aux yeux du public, Ferry Porsche reste ostensiblement à l'écart. Le bolide devrait enfin permettre à Ferdinand Piëch de remporter les 24 heures du Mans. 25 Stück, das schreibt das Reglement vor. Damit können wir eben in die Klasse über 3 Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Les 24 heures du Mans, édition 1970. C'est le jour J. Ferdinand Piëch doit prouver à son oncle que l'investissement en valait la peine. L'équipe Porsche va-t-elle gagner? La voiture de Ferdinand Piëch sera-t-elle la plus rapide? Ou son oncle Ferry se verra-t-il conforté dans l'idée que la Porsche 917 n'était qu'un investissement à perte? Mais Ferdinand Piëch sait ce qu'il fait. Au Mans, il propulse définitivement la marque dans la cour des grands. Tout s'est bien passé. Ça a été l'étape décisive qui a fait de Porsche une marque reconnue dans le monde entier. N'est-ce pas à Ferdinand Piëch qu'il revient maintenant de diriger la maison Porsche? Ferry Porsche sent qu'il va bientôt devoir passer la main. Mais qui lui succédera? Dans l'entreprise, deux camps se forment. La fraction Porsche contre Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch est entré en conflit avec son cousin Hans-Peter Porsche, qui avait dit « Pour financer le sport automobile, il prive la production de moyens considérables. » Ça a toujours posé problème. Et les différends avaient sans doute aussi une dimension personnelle. Je crois que le clan Piëch est devenu trop dominant. Ils étaient beaucoup plus durs. Pour calmer les esprits, tout le monde se réunit au Schüttgut, la propriété de famille des Porsche et des Piëch. Bien sûr, le potentiel de conflit était énorme. Ils ont fait venir un Américain spécialiste en communication et ont essayé de résoudre leur conflit. Chacun a dit aux autres comment il voyait les choses. Comme dans toute dynamique de groupe, tout ce qui s'était accumulé au cours des années est remonté à la surface. C'est normal. Et c'est l'affrontement. Les Porsche contre les Piëch. Au final, tout le monde avait des griefs envers tout le monde. Bien entendu, Ferry voulait conserver son statut de chef de clan. Mais visiblement, son neveu Ferdinand Piëch était soutenu par sa mère sur des points décisifs. Elle voulait que les Piëch soient représentés à Stuttgart. Le conflit s'est envenimé. Pour se débarrasser de son neveu, Ferry n'avait sans doute pas d'autre solution que de séparer la famille de l'entreprise. Ferry Porsche doit faire le deuil de son rêve d'entreprise familiale. Il y avait tout de même 2 de mes frères et aussi 2 de mes cousins dans la société à Stuttgart. À un moment donné, en 1972, mon père s'est aperçu que ça ne marchait pas de cette manière. Donc il a décidé qu'il fallait que tout le monde s'en aille. Comme tous les autres, Ferdinand Piëch, dont la Porsche 917 a permis à la marque d'être mondialement reconnue, doit quitter l'entreprise. Et même si certains ne regrettent pas son départ, il laisse un vide. Le calme n'est vraiment revenu qu'après son départ. C'est un excellent ingénieur, mais sur le plan des relations humaines, ce n'était pas vraiment ça.
Porsche aura désormais des directeurs salariés. Les familles Porsche et Piëch ne siègent plus qu'au conseil de surveillance. Pour Ferdinand Piëch, la pilule est dure à avaler. Il avait de belles réussites à son actif. Et voilà qu'on le chassait parce qu'il coûtait trop cher. Ferdinand Piëch continue à semer le trouble dans la famille Porsche. Ferdinand Piëch a pris sa moto pour aller en Italie. Comme c'était trop loin de Stuttgart pour faire la route en une seule journée, il s'est arrêté chez son cousin Gerd Porsche en Autriche, qui lui a présenté sa femme, et visiblement, ça a fait tilt. Marlène Porsche est partie vivre avec Ferdinand Piëch et a divorcé, en conservant au passage 5% de part de la société. Si Ferdinand Piëch se lie à la femme de son cousin, est-ce pour augmenter ses parts de capital? Est-ce pour cela qu'il lui a fait la cour? En tout cas, il a toujours affirmé le contraire. Il n'épouse pas Marlène Porsche, mais leur couple durera 12 ans. Dans une famille, ce genre de choses ne renforce pas la cohésion, au contraire, ça crée des divisions. Piëch n'avait-il vraiment aucune arrière-pensée? La question, c'est de savoir quel a été le facteur décisif. Est-ce qu'il voulait faire une démonstration de force du genre « Vous allez voir, vous les Porsche, de quel bois je me chauffe ». Je ne pense pas. Je ne crois pas non plus qu'il ait fait cela pour s'affirmer dans la position de celui qui obtient toujours ce qu'il veut. Je pense que c'était beaucoup plus romantique et plus beau que ça. Ils ont eu un fils, mais comme ils n'étaient pas mariés, ils portent le nom de Porsche. Je crois que le plus grand problème de Ferdinand Piëch, c'est qu'il n'avait pas le bon nom de famille. Pendant ce temps, Volkswagen continue de croître. La firme de Wolfsburg devient un grand groupe industriel qui comprend de nombreuses marques, dont Audi. Pour Ferdinand Piëch, c'est l'étape suivante. Chez Audi, il fait rapidement carrière. Il veut se débarrasser de sa réputation de gaspilleur de fonds. Monsieur Piëch était un ingénieur talentueux, qui avait certainement l'ambition de suivre la même voie que son oncle, d'arriver aussi loin que lui. Et sur différents plans, aussi bien en tant qu'ingénieur que comme entrepreneur. Quand je suis arrivé chez Audi, je crois que je peux le dire. Il m'a annoncé « Je considère que mon devoir est aussi d'augmenter le patrimoine ». Chez Porsche, à Stuttgart, l'entreprise continue de tourner, mais sans la famille. Les fils vivent de leur rente et ne sont plus présents dans l'entreprise qu'en tant que membres du conseil de surveillance. Il arrive pourtant que le plus jeune, Wolfgang Porsche, fasse un tour dans l'entreprise. Wolfgang Porsche était un membre de la famille très discret. Il venait de temps en temps sur le circuit, mais juste comme spectateur. Il restait totalement en retrait, ne se mêlant pas des affaires. Pourtant, tout ça l'intéressait beaucoup. Et puis bien sûr, il aimait assister aux soirées. Un homme très ouvert et très joyeux. Wolfgang Porsche vit de ses rentes, celles que lui vaut son nom de famille. Il n'a pas vraiment besoin de travailler. Les chroniqueurs mondains l'adorent. Pendant ce temps, Ferdinand Piëch continue patiemment son ascension chez Audi. Veut-il se prouver et prouver à la famille qu'il est le seul à être capable d'assumer l'héritage de son illustre grand-père? Porsche était déjà devenu la marque de voitures de sport. Mais en hissant Audi à un niveau qu'on pouvait qualifier de haut de gamme, il prenait un peu sa revanche. C'est alors qu'il présente une nouvelle voiture de sport. Est-ce une Porsche déguisée en Audi? Piëch aime la concurrence. Il aime donner le ton et montrer aux autres comment il faut s'y prendre. Pour Porsche, cette voiture de sport signée Audi est une véritable provocation. Nous nous sommes vraiment demandé s'il n'aurait pas mieux fait de s'abstenir. Parce que même s'il s'appelle Piëch, il reste un Porsche. Alors c'était plutôt bizarre qu'il travaille contre l'entreprise familiale.
En même temps, ça nous a incité à continuer de développer ce genre de voiture. Et nous avons toujours réussi à bien nous tenir face à Audi. Pour Ferdinand Piëch, est-ce un moyen de relancer le duel avec Porsche? Pourquoi agit-il seul, sans parler de ce qu'il fait? Ich empfinde nicht, dass ich mit anderen nicht kommunizieren kann, aber es gibt Menschen, mit denen will ich nicht kommunizieren. Und die beklagen sich dann über meine mangelnde Kommunikation. Das ist aber nichts Ungewolltes. Les Porsche sont sur la défensive. L'attaque, ce n'est pas leur métier. Dans l'industrie automobile, c'est à présent Ferdinand Piëch qui donne le là. Chez Audi, son ascension vertigineuse le mène à la tête du conseil d'administration. Il introduit de nouvelles méthodes de travail. Il vérifie tout lui-même. On ne connaît pas d'autres marques de moyenne gamme qui s'est hissée à la catégorie haut de gamme. L'évolution de Audi est un véritable cas d'école. Chez Audi, Ferdinand Piëch prouve que, comme à l'époque où il était chez Porsche, il a toujours une longueur d'avance. Ja, etwas schneller, macht etwas mehr Spaß. Chez Porsche, au contraire, rien ne bouge, ou presque. La décision de Ferry à la tête du conseil de surveillance et la frilosité des dirigeants plongent l'entreprise dans une crise profonde. Les ventes sont mauvaises. La faillite menace. Porsche a touché le fond. Au milieu des années 80, il était clair que la survie de l'entreprise était sérieusement menacée. Et si rien n'avait été fait, elle aurait sans doute fini par sombrer. Pourtant, il y avait bien un homme capable de redresser la situation. Un membre de la famille. L'espace d'un instant, on aurait pu croire que le différend entre Ferry Porsche et son neveu Ferdinand Piëch pouvait être réglé. On a demandé à Ferdinand Piëch de sauver l'entreprise. Ça vous donne une idée de la gravité de la situation. Ça allait totalement à l'encontre de la décision qui avait été prise en 1971. À l'époque, Piëch avait dû quitter Porsche. Et maintenant, il n'a pas l'intention de revenir en arrière. Je pense que M. Piëch avait une stratégie personnelle très claire. Il se disait qu'il serait un jour président du groupe Volkswagen et qu'il en ferait alors quelque chose de plus grand qu'à l'époque où le groupe n'était que dans le sillage de la coccinelle. Il avait la même ambition que son grand-père. Il voulait que tout soit réuni, que Volkswagen, Porsche et Audi ne forment qu'une seule et même famille. C'était ça sa vision. Et de fait, en 1993, Ferdinand Piëch devient président de Volkswagen, c'est-à-dire numéro 1 de l'entreprise fondée par son grand-père Ferdinand Porsche. Ferdinand Piëch triomphe. L'ingénieur est à présent un baron de l'automobile. Il maîtrise les affaires et les chiffres, et devient un maître en matière de jeu de pouvoir. Es ist uns gelungen, zum dritten Mal in Folge das Ergebnis zu verdoppeln. Et chez Porsche, est-on jaloux des succès de Volkswagen? Une certaine tension s'est installée, en tout cas quand mon frère est devenu numéro 1 à Wolfsburg. Les Porsche doivent relever le défi. La famille, qui ne dirige plus son entreprise elle-même, nomme à sa tête un manager de très haut rang. C'est lui, Wendelin Wiedeking, qui sera chargé de redresser la barre et de redorer le blason de l'entreprise. Il a sauvé l'entreprise qui était menacée de faillite et a fait de Porsche le fabricant automobile le plus prospère et le plus rentable. Le nom de Porsche a retrouvé son prestige. La réussite économique de l'entreprise rejaillit directement sur la famille et sur son image.
Mon père a assisté à la renaissance de l'entreprise. Pour lui, c'était très important. Il disait souvent qu'il était très satisfait que Wiedeking soit si compétent et que tout soit reparti dans le bon sens. Une fois encore, le clan est tiré d'affaire. On peut recommencer à faire la fête. Le clan Porsche reste une communauté soudée. Wendelin Wiedeking fait maintenant presque partie de la famille, dont il est l'arme la plus efficace. Ferry Porsche et sa sœur Louise Pièche meurent à quelques mois d'écart. La lutte pour le pouvoir reprend alors de plus belle. Nous sommes en 1999. Chez Volkswagen, Ferdinand Piëch est le patron le plus puissant de l'histoire automobile allemande. Mais il ne contrôle pas entièrement Porsche. Il se voit certainement comme le seul membre du clan qui soit capable de prendre la relève et peut-être de surpasser son prédécesseur. Mais dans cette galaxie de l'automobile, il est un autre patron comblé, Wendelin Wiedeking, le directeur de Porsche. Il a épuisé de nombreuses possibilités de croissance. Les caisses sont pleines et avec Wolfgang Porsche, il échafaude un nouveau plan. Il s'agit d'utiliser les bénéfices qui se chiffrent en milliards pour entrer dans le capital de Volkswagen. Mais pour cela, il faut que Ferdinand Piëch donne son accord. Il ne faut pas oublier qu'il a des parts chez Porsche. On estime qu'il détient 13% de l'usine. Mais en même temps, c'est un homme de Volkswagen. Son père a dirigé l'usine pendant la guerre. Il travaille pour le groupe Volkswagen depuis 1972, d'abord chez Audi, puis directement chez Volkswagen. Son cœur bat aussi pour Volkswagen. D'un point de vue strictement économique, que ce soit Volkswagen qui rachète Porsche ou l'inverse, ne fait sans doute aucune différence pour lui. Et il est favorable à un rapprochement des deux sociétés. Mais Piëch pourrait-il se soumettre à Porsche? Même si en tant que propriétaire, les différentes branches de la famille avaient beaucoup de désaccords, elles se rejoignaient sur un point. Il fallait entrer dans le capital de Volkswagen. Ferdinand Piëch a lui aussi approuvé la décision. Mais en arrière-plan, la situation était tout autre. Au cours de l'opération, le caractère de la relation entre Porsche et Volkswagen a changé. D'une entrée dans le capital, qu'à Wolfsburg on voyait d'un œil un peu soupçonneux, mais tout de même presque amical, on est passé à une OPA hostile. Wendelin Wiedeking veut tout le pouvoir pour Porsche. Une attaque frontale contre Volkswagen et Ferdinand Piëch, qui se fait aussi discret que les autres sont bruyants. Wir haben Wetten gemacht, wann die Hauptversammlung zu Ende ist. Ich könnte Ihnen sagen, wie meine Wette lautet. Ich hoffe, ich verliere, dann sind wir noch früher zu Hause. Le duel se déroule maintenant sur la place publique. Ce que Ferdinand Piëch a reproché à Wendelin Wiedeking, c'est d'avoir transformé la fusion amicale entre deux entreprises qui, selon lui, étaient parfaitement logiques, en une OPA hostile, et d'avoir eu une attitude effroyablement arrogante que les gens de Volkswagen ont interprété comme s'il leur avait dit « Nous vous rachetons, et maintenant, les patrons, c'est nous ». Il traitait parfois les directeurs de Volkswagen comme des gamins. Il les interrogeait, il essayait de les coincer. Du coup, les gens de Volkswagen étaient totalement sur la défensive face à ceux de Porsche. Et Piëch a vu arriver le moment où la fusion allait mener droit dans le mur. Parce qu'on peut avoir toutes les actions qu'on veut. Si la direction et le personnel se braquent, on perd le contrôle de l'entreprise. Les Porsche sont sûrs de leur victoire. La tentative de rachat se mue en lutte pour le pouvoir, et leur clan se voit déjà dans le rôle du vainqueur. En coulisses, Wolfgang Porsche crée la surprise en se faisant élire président du conseil de surveillance de Porsche. Et du coup, se désigne général en chef dans la bataille. Tous les regards sont rivés sur lui. Tout à coup, Wolfgang Porsche s'est retrouvé en première ligne. Il avait sa photo en couverture du Manager Magazine, ce qui aurait été impensable auparavant. Partout, on s'adressait à lui comme au monsieur Porsche qui participait à cette grande fusion. Pendant des semaines, l'Allemagne suit le duel entre Porsche et Volkswagen. Les enjeux sont considérables. Wolfgang Porsche va-t-il enfin se servir de son nom pour prendre le pouvoir?
À ce titre, il aurait effectivement eu l'avantage sur son cousin Ferdinand Piëch. Et il aurait alors pu lui dire ce qu'il avait à faire à Wolfsburg. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été prévu à Stuttgart. Et bien évidemment, cela ne convenait absolument pas à Ferdinand Piëch. Serait-il capable de supporter une telle défaite, de voir son cousin devenir l'homme fort de Volkswagen? Ferdinand Piëch prépare soigneusement la contre-attaque. Ferdinand Piëch est un fin stratège. Pour lui, l'économie, c'est un peu comme la guerre. Et à la guerre, presque tout est permis, y compris les coups bas. Comme par exemple malmener ouvertement un cousin. En l'occurrence, il a été très incorrect vis-à-vis des autres membres du conseil de surveillance, ses cousins, et du président Wolfgang Porsche, en prévenant juste avant une réunion importante qu'il n'y assisterait pas. Piëch bloque ainsi des décisions cruciales. La manœuvre est habile. Est-ce sa manière de faire sentir à son cousin que la famille Porsche ne peut rien faire sans lui, le président du conseil de surveillance du groupe Volkswagen? Pour la famille Porsche, cela dépassait les bornes. Ils étaient tellement furieux contre Ferdinand Piëch que plusieurs d'entre eux ont dit qu'il était hors de question qu'il continue à les ridiculiser. Et Ferdinand Piëch a agi comme à son habitude, en tacticien habile. Il a commencé par ne pas se rendre à une ou deux réunions de famille auxquelles il avait été convoqué, en se faisant excuser pour maladie. Il n'était pas rare que même Wolfgang Porsche ne puisse pas le joindre au téléphone. C'est au tour de Wolfgang Porsche de réagir. Il manque d'expérience. Comment pourrait-il contrer son cousin? Il joue son va-tout. Il emprunte des sommes considérables pour acheter encore plus d'actions Volkswagen. C'était suicidaire. Il n'y a pas d'autre terme. Pour acquérir 10% de parts en plus, il a emprunté pas loin de 10 milliards. Ça mettait l'existence de l'entreprise en péril. Wolfgang Porsche risque gros. D'autant plus qu'il y a un autre obstacle. La loi Volkswagen. La loi Volkswagen prévoyait entre autres qu'aucun actionnaire ne pouvait disposer de plus de 20% des voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possédait. Mais Wolfgang Porsche et son fidèle Wiedeking misent sur une prochaine abrogation de la loi, comme le réclame l'Union européenne. Dans ce cas, il n'aurait plus qu'à acheter toutes les actions Volkswagen nécessaires pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ferdinand Piëch doit parer l'attaque. Et donc faire en sorte que la loi Volkswagen reste valide. Il voulait empêcher que Porsche dispose d'une majorité absolue avec 75% des parts. Seul, il n'avait aucun pouvoir, bien sûr. Mais il est très fort quand il s'agit de trouver des alliés pour atteindre des objectifs précis. Dans ce cas, Christian Wulff, ministre-président du Land de Basse-Saxe, était son allié naturel. L'homme politique se bat pour défendre cette clause importante. À son tour, le personnel de Volkswagen se mobilise contre la prise du contrôle par Porsche. Grâce à l'aide de ses alliés, Ferdinand Piëch réussit à repousser l'attaque. La crise financière de 2009 donne le coup de grâce à ce qui reste du plan Porsche. Les crédits astronomiques se transforment en pièges. Il était clair que Porsche n'était plus le chasseur, mais le gibier. Porsche a dû aller quémander de l'aide au groupe Volkswagen qui accorda un crédit relais de plus de 700 millions d'euros. Les rapports de force s'étaient inversés de façon spectaculaire. Ce n'était pas Porsche qui contrôlait Volkswagen, mais Volkswagen qui présidait à la destinée de Porsche. Je crois qu'il y a plus de tension chez les Porsche que chez les Piëch. Parce qu'en fin de compte, les Piëch ont un peu mieux réussi que les Porsche. Et que ça a créé une sorte de rivalité. J'imagine que les Porsche auraient préféré siéger au conseil de surveillance de Volkswagen. Ils ont essayé d'ailleurs.
elle, avait un caractère plus résolu. Mon oncle était plus conciliant, plus pondéré. Ma mère était plutôt agressive, un peu comme mon grand-père. Ferdinand Porsche avait placé tous ses espoirs dans son fils. Ferry devait se sentir appelé à jouer le rôle de prince héritier. Mais sa sœur Louise savait elle aussi ce qu'elle voulait. Frère et sœur étaient rivaux. Louise et Ferry Porsche étaient très attachés l'un à l'autre. Mais leur rapport était aussi très conflictuel. Ils avaient une relation d'amour-haine, avec des hauts et des bas. C'était probablement un lien très particulier, différent de ce qu'on trouve chez la plupart des frères et sœurs, et qui impliquait aussi une certaine dose de rivalité. Toute sa vie, Ferry Porsche a été le petit frère, et sa sœur le lui faisait sans doute sentir. Ferry a-t-il dû se battre pour sa place? Contre Louise? On rapporte que lors d'une réception dans la maison familiale, quand ils avaient une petite vingtaine d'années, ils se sont battus avec une telle violence physique que la fête a tourné court. En 1927, Louise Porsche épouse Anton Piëch, le conseiller juridique et financier de la société paternelle. Anton Piëch était l'un des associés qui ont fondé la société Porsche à Stuttgart. En juillet 2009, le suspense prend fin. Porsche doit jeter l'éponge. Le personnel presse Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance, de l'informer de la suite des événements. Verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke. L'affrontement avait duré des mois. L'adversaire de Wolfgang Porsche, c'est lui, Ferdinand Piëch. Il a passé 8 ans à la tête de Volkswagen. Il est sans doute le patron de l'automobile le plus puissant d'Europe. C'est un tacticien redoutable, un excellent stratège, et c'est un technicien. C'est peut-être ce qui explique certaines de ses options stratégiques. Il ne pardonne aucune erreur. Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche. Ils sont les personnages principaux de cette guerre économique que se livrent Volkswagen et Porsche. Mais ils sont aussi cousins, puisqu'ils sont tous les deux des petits-fils du célèbre Ferdinand Porsche, les cousins Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche. Le combat entre Porsche et Volkswagen est aussi une affaire de famille. C'est une histoire d'une extraordinaire ampleur. La famille est immense. Elle est historiquement liée à l'industrie automobile européenne et mondiale. Ils sont tous cousins, parents, neveux, enfants ou petits-enfants de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche a fondé la dynastie au début du XXe siècle. C'est un ingénieur, un inventeur passionné. La compétition automobile l'a fait définitivement passer à la postérité. Au milieu des années 30, son nom est sur toutes les lèvres. Ses bolides remportent pratiquement toutes les courses. C'était quelqu'un qui avait, disons, un caractère assez explosif. Comme tous les génies, il n'était pas toujours facile à vivre. Ferdinand Porsche avait une fille et un fils, Louise et Ferry, des tempéraments très différents.
Si on voulait comparer mon père et sa sœur, je dirais que mon père avait une sorte de tendresse maternelle, ce qui ne veut pas dire qu'il était faible. Ma tante... La production en série de la voiture du peuple peut commencer dans la future Wolfsburg. La première pierre de la ville nouvelle est posée en 1937. Les nazis la baptisent ville KDF, la force par la joie. Puis Hitler déclenche la guerre. À présent, l'usine KDF fabrique des véhicules militaires. Pour la famille Porsche, la production est source de bénéfices substantiels. Sur place, l'usine est dirigée par Anton Piëch, le gendre du fondateur. Anton Piëch est devenu un homme très puissant à Wolfsburg. De nos jours, on le qualifierait de jusqu'au-boutiste. Porsche et Piëch étaient capables d'agir sans aucun scrupule. Ils ont eu recours au travail obligatoire, ils ont fait réquisitionner des travailleurs forcés et plus tard des prisonniers juifs. Et ils savaient parfaitement ce qui se passait. Ce recours à les travailleurs forcés contribue à l'effort de guerre, mais également à la prospérité des Porsche. La famille restera toujours liée à l'entreprise qui deviendra ensuite Volkswagen. Pendant la guerre, l'usine est bombardée. Le clan Porsche-Piëch se réfugie en Autriche. Il s'installe dans la propriété familiale à Zell am See. Ils y ont vécu une bonne partie de l'après-guerre. Le bon côté, c'était que les familles Porsche et Piëch y ont passé une grande part de leur temps. On peut donc dire que l'histoire des Piëch et celle des Porsche sont liées depuis 1930 au moins. Ferry se marie à son tour. Son épouse, Dorothea Reitz, est convaincue des bienfaits de la pédagogie Waldorf. C'est l'époque où Ferdinand Porsche, leur père, travaille sur un projet d'automobile qui serait accessible à tous, une voiture du peuple. Dès le début, il travaille avec son fils Ferry. Les deux hommes élaborent différents prototypes. Leur client potentiel est le régime nazi, qui voit en cette voiture un instrument de mobilisation populaire. Hitler reçoit Ferdinand Porsche et le charge de développer la Volkswagen, littéralement la voiture du peuple. En 1936, les Porsche construisent à Stuttgart une fabrique destinée à tester les prototypes produits en petite série. C'est le berceau des usines Porsche actuelles. Père et fils forment une équipe bien rodée. Ferry Porsche dirige les essais. La Volkswagen de Stuttgart pourrait bientôt être fabriquée en série. Mais pour cela, il faudrait une usine plus importante et le soutien d'Hitler. Bien sûr, il s'est un peu mis au garde à vous, comme on dit. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Ferdinand Porsche devient le constructeur automobile. Son neveu Ferdinand Piëch était soutenu par sa mère sur des points décisifs. Elle voulait que les Piëch soient représentés à Stuttgart. Le conflit s'est envenimé. Pour se débarrasser de son neveu, Ferry n'avait sans doute pas d'autre solution que de séparer la famille de l'entreprise. Ferry Porsche doit faire le deuil de son rêve d'entreprise familiale. Il y avait tout de même 2 de mes frères et aussi 2 de mes cousins dans la société à Stuttgart. À un moment donné, en 1972, mon père s'est aperçu que ça ne marchait pas de cette manière. Donc il a décidé qu'il fallait que tout le monde s'en aille. Comme tous les autres, Ferdinand Piëch, dont la Porsche 917 a permis à la marque d'être mondialement reconnue, doit quitter l'entreprise. Et même si certains ne regrettent pas son départ, il laisse un vide. Le calme n'est vraiment revenu qu'après son départ. C'est un excellent ingénieur, mais sur le plan des relations humaines, ce n'était pas vraiment ça.
Porsche aura désormais des directeurs salariés. Les familles Porsche et Piëch ne siègent plus qu'au conseil de surveillance. Pour Ferdinand Piëch, la pilule est dure à avaler. Il avait de belles réussites à son actif. Et voilà qu'on le chassait parce qu'il coûtait trop cher. Ferdinand Piëch continue à semer le trouble dans la famille Porsche. Ferdinand Piëch a pris sa moto pour aller en Italie. Comme c'était trop loin de Stuttgart pour faire la route en une seule journée, il s'est arrêté chez son cousin Gerd Porsche en Autriche, qui lui a présenté sa femme, et visiblement, ça a fait tilt. Marlène Porsche est partie vivre avec Ferdinand Piëch et a divorcé, en conservant au passage 5% de part de la société. Si Ferdinand Piëch se lie à la femme de son cousin, est-ce pour augmenter ses parts de capital? Est-ce pour cela qu'il lui a fait la cour? En tout cas, il a toujours affirmé le contraire. Il n'épouse pas Marlène Porsche, mais leur couple durera 12 ans. Dans une famille, ce genre de choses ne renforce pas la cohésion, au contraire, ça crée des divisions. Piëch n'avait-il vraiment aucune arrière-pensée? La question, c'est de savoir quel a été le facteur décisif. Est-ce qu'il voulait faire une démonstration de force du genre « Vous allez voir, vous les Porsche, de quel bois je me chauffe ?» Je ne pense pas. Je ne crois pas non plus qu'il ait fait cela pour s'affirmer dans la position de celui qui obtient toujours ce qu'il veut. Je pense que c'était beaucoup plus romantique et plus beau que ça. De ne cesser d'aller de l'avant et de toujours se donner à fond en allant jusqu'aux limites les plus extrêmes. Une fois qu'il s'est mis quelque chose en tête, il arrive toujours à ses fins. Je dois dire, à mon avis, c'est certainement le seul de la famille à pouvoir s'imposer de la sorte. En 1969, lorsque son neveu dévoile son œuvre aux yeux du public, Ferry Porsche reste ostensiblement à l'écart. Le bolide devrait enfin permettre à Ferdinand Piëch de remporter les 24 heures du Mans. 25 Stück, das schreibt das Reglement vor. Damit können wir eben in die Klasse über 3 Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Les 24 heures du Mans, édition 1970. C'est le jour J. Ferdinand Piëch doit prouver à son oncle que l'investissement en valait la peine. L'équipe Porsche va-t-elle gagner? La voiture de Ferdinand Piëch sera-t-elle la plus rapide? Ou son oncle Ferry se verra-t-il conforté dans l'idée que la Porsche 917 n'était qu'un investissement à perte? Mais Ferdinand Piëch sait ce qu'il fait. Au Mans, il propulse définitivement la marque dans la cour des grands. Tout s'est bien passé. Ça a été l'étape décisive qui a fait de Porsche une marque reconnue dans le monde entier. N'est-ce pas à Ferdinand Piëch qu'il revient maintenant de diriger la maison Porsche? Ferry Porsche sent qu'il va bientôt devoir passer la main. Mais qui lui succédera? Dans l'entreprise, deux camps se forment. La fraction Porsche contre Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch est entré en conflit avec son cousin Hans-Peter Porsche, qui avait dit « Pour financer le sport automobile, il prive la production de moyens considérables. » Ça a toujours posé problème. Et les différends avaient sans doute aussi une dimension personnelle. Je crois que le clan Piëch est devenu trop dominant. Ils étaient beaucoup plus durs. Pour calmer les esprits, tout le monde se réunit au Schüttgut, la propriété de famille des Porsche et des Piëch. Bien sûr, le potentiel de conflit était énorme. Ils ont fait venir un Américain spécialiste en communication et ont essayé de résoudre leur conflit. Wagen. Ferdinand Piëch prépare soigneusement la contre-attaque. Ferdinand Piëch est un fin stratège.
Pour lui, l'économie, c'est un peu comme la guerre. Et à la guerre, presque tout est permis, y compris les coups bas. Comme par exemple malmener ouvertement un cousin. En l'occurrence, il a été très incorrect vis-à-vis des autres membres du conseil de surveillance, ses cousins, et du président Wolfgang Porsche, en prévenant juste avant une réunion importante qu'il n'y assisterait pas. Piëch bloque ainsi des décisions cruciales. La manœuvre est habile. Est-ce sa manière de faire sentir à son cousin que la famille Porsche ne peut rien faire sans lui, le président du conseil de surveillance du groupe Volkswagen? Pour la famille Porsche, cela dépassait les bornes. Ils étaient tellement furieux contre Ferdinand Piëch que plusieurs d'entre eux ont dit qu'il était hors de question qu'il continue à les ridiculiser. Et Ferdinand Piëch a agi comme à son habitude, en tacticien habile. Il a commencé par ne pas se rendre à une ou deux réunions de famille auxquelles il avait été convoqué, en se faisant excuser pour maladie. Il n'était pas rare que même Wolfgang Porsche ne puisse pas le joindre au téléphone. C'est au tour de Wolfgang Porsche de réagir. Il manque d'expérience. Comment pourrait-il contrer son cousin? Il joue son va-tout. Il emprunte des sommes considérables pour acheter encore plus d'actions Volkswagen. C'était suicidaire. Il n'y a pas d'autre terme. Pour acquérir 10% de parts en plus, il a emprunté pas loin de 10 milliards. Ça mettait l'existence de l'entreprise en péril. Wolfgang Porsche risque gros. D'autant plus qu'il y a un autre obstacle. La loi Volkswagen. La loi Volkswagen prévoyait entre autres qu'aucun actionnaire ne pouvait disposer de plus de 20% des voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possédait. Mais Wolfgang Porsche et son fidèle Wiedeking misent sur une prochaine abrogation de la loi, comme le réclame l'Union européenne. Dans ce cas, il n'aurait plus qu'à acheter toutes les actions Volkswagen nécessaires pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ferdinand Piëch doit parer l'attaque. Et donc faire en sorte que la loi Volkswagen reste valide. Il voulait empêcher que Porsche dispose d'une majorité absolue avec 75% des parts. Seul, il n'avait aucun pouvoir, bien sûr. Mais il est très fort quand il s'agit de trouver des alliés pour atteindre des objectifs précis. Dans ce cas, Christian Wulff, ministre-président du Land de Basse-Saxe, était son allié naturel. L'homme politique se bat pour défendre cette clause. Les orientations, y compris au niveau du sport automobile. Et on a senti qu'un vent nouveau a commencé à souffler sur l'entreprise. Il ne s'intéressait qu'au développement. Il était ingénieur et voulait fabriquer des automobiles et des voitures de course, et rien d'autre. Dans l'entreprise de son oncle Ferry Porsche, Ferdinand Piëch travaille jour et nuit à l'amélioration des moteurs. Il veut obtenir des performances optimales et adore les défis. Il était obsédé par la volonté d'obtenir les meilleurs résultats techniques. Ça a posé problème à beaucoup de gens, mais moi, ça m'a toujours enthousiasmé. Il a un modèle, Ferdinand Porsche. Il cherche surtout à marcher dans les pas de son grand-père. Il veut lui aussi être le fignoleur de génie qui va mettre au point des voitures de sport et de course. Il n'a pas complètement tort quand il dit qu'il a de l'essence dans le sang. Et ce carburant, cette passion pour les voitures et par là même pour l'industrie automobile, c'est justement ce qui manque à la branche Porsche. Ferry souhaite ardemment que Porsche reste une entreprise familiale. Il fait entrer son deuxième fils, Hans-Peter, dans la société. Entre-temps, un nouveau modèle est en préparation, la Porsche 911. Le projet est confié aux deux fils de Ferry. Quand on était là-bas, on avait toujours l'impression d'être en famille. Chez Porsche, on pouvait entrer dans le bureau du chef et lui parler sans aucun problème. Et ça forgeait tout le climat de l'entreprise. À la différence de ses cousins, Ferdinand Piëch se passionne pour le sport automobile. Il veut battre des records, à l'instar de son grand-père. Mais les modèles peuvent encore être perfectionnés. Les voitures de sport de Porsche sont certes maniables, mais pas toujours assez rapides.
Nous avions l'avantage sur les parcours riches en virages comme le Nürburgring ou la Targa Florio. Mais sur des circuits comme celui du Mans, où la vitesse de pointe joue un rôle décisif, nous ne pouvions pas finir en tête. Et Piëch veut gagner. Il ne peut pas se contenter d'une deuxième ou d'une troisième place. Peu à peu, l'idée de miser sur une super voiture a pris forme. Sans en parler à son oncle et à ses cousins Porsche, Ferdinand Piëch se met au travail pour mettre au point une voiture de course révolutionnaire, la Porsche 917. Une machine infernale, comme on n'en avait encore jamais vu. Le jeune ingénieur veut prouver sa valeur aux yeux du monde. À l'image de sa mère, Louise Piëch, il a un caractère bien trempé. Il n'est pas homme à faire des compromis. Il fallait des gens comme Coulisses, Wolfgang Porsche crée la surprise en se faisant élire président du conseil de surveillance de Porsche. Et du coup, se désigne général en chef dans la bataille. Tous les regards sont rivés sur lui. Tout à coup, Wolfgang Porsche s'est retrouvé en première ligne. Il avait sa photo en couverture du Manager Magazine, ce qui aurait été impensable auparavant. Partout, on s'adressait à lui comme au monsieur Porsche qui participait à cette grande fusion. Pendant des semaines, l'Allemagne suit le duel entre Porsche et Volkswagen. Les enjeux sont considérables. Wolfgang Porsche va-t-il enfin se servir de son nom pour prendre le pouvoir ? À ce titre, il aurait effectivement eu l'avantage sur son cousin Ferdinand Piëch. Et il aurait alors pu lui dire ce qu'il avait à faire à Wolfsburg. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été prévu à Stuttgart. Et bien évidemment, cela ne convenait absolument pas à Ferdinand Piëch. Serait-il capable de supporter une telle défaite, de voir son cousin devenir l'homme fort de Volkswagen ? Ferdinand Piëch prépare soigneusement la contre-attaque. Ferdinand Piëch est un fin stratège. Pour lui, l'économie, c'est un peu comme la guerre. Et à la guerre, presque tout est permis, y compris les coups bas. Comme par exemple malmener ouvertement un cousin. En l'occurrence, il a été très incorrect vis-à-vis des autres membres du conseil de surveillance, ses cousins, et du président Wolfgang Porsche, en prévenant juste avant une réunion importante qu'il n'y assisterait pas. Piëch bloque ainsi des décisions cruciales. La manœuvre est habile. Est-ce sa manière de faire sentir à son cousin que la famille Porsche ne peut rien faire sans lui, le président du conseil de surveillance du groupe Volkswagen? Pour la famille Porsche, cela dépassait les bornes. Ils étaient tellement furieux contre Ferdinand Piëch que plusieurs d'entre eux ont dit qu'il était hors de question qu'il continue à les ridiculiser. Et Ferdinand Piëch a agi comme à son habitude, en tacticien habile. Il a commencé par ne pas se rendre à une ou deux réunions de famille auxquelles il avait été convoqué, en se faisant excuser pour maladie. Il n'était pas rare que même Wolfgang Porsche ne puisse pas le joindre au téléphone. C'est au tour de Wolfgang Porsche de réagir. Il manque d'expérience. Comment pourrait-il contrer son cousin? Il joue son va-tout. Il emprunte des sommes considérables pour acheter encore plus d'actions Volkswagen. C'était suicidaire. Il n'y a pas d'autre terme. Pour acquérir 10% de parts en plus, il a emprunté pas loin de 10 milliards. Ça mettait l'existence de l'entreprise en péril. Wolfgang Porsche. Nous avions l'avantage sur les parcours riches en virages comme le Nürburgring ou la Targa Florio. Mais sur des circuits comme celui du Mans, où la vitesse de pointe joue un rôle décisif, nous ne pouvions pas finir en tête. Et Piëch veut gagner. Il ne peut pas se contenter d'une deuxième ou d'une troisième place. Peu à peu, l'idée de miser sur une super voiture a pris forme. Sans en parler à son oncle et à ses cousins Porsche, Ferdinand Piëch se met au travail pour mettre au point une voiture de course révolutionnaire, la Porsche 917. Une machine infernale, comme on n'en avait encore jamais vu. Le jeune ingénieur veut prouver sa valeur aux yeux du monde. À l'image de sa mère, Louise Piëch, il a un caractère bien trempé. Il n'est pas homme à faire des compromis. Il fallait des gens comme Ferdinand Piëch et sa mère, qui n'étaient évidemment pas étrangères à tout ça, pour dire « Nous prenons le risque ». Car c'était un risque.
Pour l'entreprise telle qu'elle existait à l'époque, ça représentait des coûts énormes. Et Ferdinand Piëch a dû se montrer très persuasif et se donner beaucoup de mal pour convaincre son oncle. Ferry qualifiait cela d'extravagance, de délire technique, dont il n'appréciait pas la radicalité, et qu'il n'avait pas non plus envie de continuer à financer. Sur le long terme, ça revenait trop cher. Il poursuivait des objectifs matériellement incompatibles avec le budget de l'entreprise. Jusqu'au jour où la situation a explosé. Rien que pour obtenir l'homologation, il faut fabriquer 25 exemplaires du bolide. Il a lancé la production de la série avant même d'avoir terminé le moteur du prototype. Ferry Porsche a sans doute poussé des hauts cris et traité son neveu de tous les noms. Ferry contre Ferdinand. L'oncle contre le neveu. Porsche contre Piëch. Ferdinand Piëch a simplement démarré avant tout le monde, en mettant toute la gomme. Il est peut-être allé un peu trop vite pour les Porsche. Les Porsche sont fiers de leur marque, mais aussi toujours un peu réservés. On n'est pas toujours obligé de montrer les dents et d'étaler tout ce qu'on peut faire. Mais de son côté, Ferdinand Piëch a cette volonté inébranlable de ne jamais perdre son objectif de vue, de ne cesser d'aller de l'avant et de toujours se donner à fond en allant jusqu'aux limites les plus extrêmes. Pour convaincre son oncle. Ferry qualifiait cela d'extravagance, de délire technique, dont il n'appréciait pas la radicalité, et qu'il n'avait pas non plus envie de continuer à financer. Sur le long terme, ça revenait trop cher. Il poursuivait des objectifs matériellement incompatibles avec le budget de l'entreprise. Jusqu'au jour où la situation a explosé. Rien que pour obtenir l'homologation, il faut fabriquer 25 exemplaires du bolide. Il a lancé la production de la série avant même d'avoir terminé le moteur du prototype. Ferry Porsche a sans doute poussé des hauts cris et traité son neveu de tous les noms. Ferry contre Ferdinand. L'oncle contre le neveu. Porsche contre Piëch. Ferdinand Piëch a simplement démarré avant tout le monde, en mettant toute la gomme. Il est peut-être allé un peu trop vite pour les Porsche. Les Porsche sont fiers de leur marque, mais aussi toujours un peu réservés. On n'est pas toujours obligé de montrer les dents et d'étaler tout ce qu'on peut faire. Mais de son côté, Ferdinand Piëch a cette volonté inébranlable de ne jamais perdre son objectif de vue, de ne cesser d'aller de l'avant et de toujours se donner à fond en allant jusqu'aux limites les plus extrêmes. Une fois qu'il s'est mis quelque chose en tête, il arrive toujours à ses fins. Je dois dire, à mon avis, c'est certainement le seul de la famille à pouvoir s'imposer de la sorte. En 1969, lorsque son neveu dévoile son œuvre aux yeux du public, Ferry Porsche reste ostensiblement à l'écart. Le bolide devrait enfin permettre à Ferdinand Piëch de remporter les 24 heures du Mans. 25 Stück, das schreibt das Reglement vor. Damit können wir eben in die Klasse über 3 Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Les 24 heures du Mans, édition 1970. C'est le jour J. Ferdinand Piëch doit prouver à son oncle que l'investissement en valait la peine. L'équipe Porsche va-t-elle gagner? La voiture de Ferdinand Piëch sera-t-elle la plus rapide? Ou son oncle Ferry se verra-t-il conforté dans l'idée que la Porsche 917 n'était qu'un investissement à perte? Mais Ferdinand Piëch sait ce qu'il fait, se mue en lutte pour le pouvoir.
et leur clan se voit déjà dans le rôle du vainqueur. En coulisses, Wolfgang Porsche crée la surprise en se faisant élire président du conseil de surveillance de Porsche. Et du coup, se désigne général en chef dans la bataille. Tous les regards sont rivés sur lui. Tout à coup, Wolfgang Porsche s'est retrouvé en première ligne. Il avait sa photo en couverture du Manager Magazine, ce qui aurait été impensable auparavant. Partout, on s'adressait à lui comme au monsieur Porsche qui participait à cette grande fusion. Pendant des semaines, l'Allemagne suit le duel entre Porsche et Volkswagen. Les enjeux sont considérables. Wolfgang Porsche va-t-il enfin se servir de son nom pour prendre le pouvoir ? À ce titre, il aurait effectivement eu l'avantage sur son cousin Ferdinand Piëch. Et il aurait alors pu lui dire ce qu'il avait à faire à Wolfsburg. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été prévu à Stuttgart. Et bien évidemment, cela ne convenait absolument pas à Ferdinand Piëch. Serait-il capable de supporter une telle défaite, de voir son cousin devenir l'homme fort de Volkswagen ? Ferdinand Piëch prépare soigneusement la contre-attaque. Ferdinand Piëch est un fin stratège. Pour lui, l'économie, c'est un peu comme la guerre. Et à la guerre, presque tout est permis, y compris les coups bas. Comme par exemple malmener ouvertement un cousin. En l'occurrence, il a été très incorrect vis-à-vis des autres membres du conseil de surveillance, ses cousins, et du président Wolfgang Porsche, en prévenant juste avant une réunion importante qu'il n'y assisterait pas. Piëch bloque ainsi des décisions cruciales. La manœuvre est habile. Est-ce sa manière de faire sentir à son cousin que la famille Porsche ne peut rien faire sans lui, le président du conseil de surveillance du groupe Volkswagen? Pour la famille Porsche, cela dépassait les bornes. Ils étaient tellement furieux contre Ferdinand Piëch que plusieurs d'entre eux ont dit qu'il était hors de question qu'il continue à les ridiculiser. Et Ferdinand Piëch a agi comme à son habitude, en tacticien habile. Il a commencé par ne pas se rendre à une ou deux réunions de famille auxquelles il avait été convoqué, en se faisant excuser pour maladie. Il n'était pas rare que même Wolfgang Porsche ne puisse pas le joindre au téléphone. C'est au tour de Wolfgang Porsche de réagir. Il manque d'expérience. Comment pourrait-il contrer son cousin? Il joue son va-tout. Il emprunte des sommes considérables pour acheter encore plus d'actions Volkswagen. C'était suicidaire. Il n'y a pas d'autre terme. Pour acquérir 10% de parts en plus, il a emprunté pas loin de 10 milliards. Ça mettait l'existence de l'entreprise. On a demandé à Ferdinand Piëch de sauver l'entreprise. Ça vous donne une idée de la gravité de la situation. Ça allait totalement à l'encontre de la décision qui avait été prise en 1971. À l'époque, Piëch avait dû quitter Porsche. Et maintenant, il n'a pas l'intention de revenir en arrière. Je pense que M. Piëch avait une stratégie personnelle très claire. Il se disait qu'il serait un jour président du groupe Volkswagen. Et qu'il en ferait alors quelque chose de plus grand qu'à l'époque où le groupe n'était que dans le sillage de la coccinelle. Il avait la même ambition que son grand-père. Il voulait que tout soit réuni, que Volkswagen, Porsche et Audi ne forment qu'une seule et même famille. C'était ça sa vision. Et de fait, en 1993, Ferdinand Piëch devient président de Volkswagen, c'est-à-dire numéro 1 de l'entreprise fondée par son grand-père Ferdinand Porsche. Ferdinand Piëch triomphe. L'ingénieur est à présent un baron de l'automobile. Il maîtrise les affaires et les chiffres et devient un maître en matière de jeu de pouvoir. Es ist uns gelungen, zum dritten Mal in Folge das Ergebnis zu verdoppeln. Et chez Porsche, est-on jaloux des succès de Volkswagen? Une certaine tension s'est installée, en tout cas quand mon frère est devenu numéro 1 à Wolfsburg. Les Porsche doivent relever le défi. La famille, qui ne dirige plus son entreprise elle-même, nomme à sa tête un manager de très haut rang. C'est lui,
Wendelin Wiedeking, qui sera chargé de redresser la barre et de redorer le blason de l'entreprise. Il a sauvé l'entreprise qui était menacée de faillite et a fait de Porsche le fabricant automobile le plus prospère et le plus rentable. Le nom de Porsche a retrouvé son prestige. La réussite économique de l'entreprise rejaillit directement sur la famille et sur son image. Mon père a assisté à la renaissance de l'entreprise. Pour lui, c'était très important. Il disait souvent qu'il était très satisfait que Wiedeking soit si compétent et que tout soit reparti dans le bon sens. Une fois encore, le clan est tiré d'affaire. On peut recommencer à faire la fête. Le clan Porsche reste une communauté soudée. Même si en tant que propriétaires, les différentes branches de la famille avaient beaucoup de désaccords, elles se rejoignaient sur un point. Il fallait entrer dans le capital de Volkswagen. Ferdinand Piëch a lui aussi approuvé la décision. Mais en arrière-plan, la situation était tout autre. Au cours de l'opération, le caractère de la relation entre Porsche et Volkswagen a changé. D'une entrée dans le capital, qu'à Wolfsburg on voyait d'un œil un peu soupçonneux, mais tout de même presque amical, on est passé à une OPA hostile. Wendelin Wiedeking veut tout le pouvoir pour Porsche. Une attaque frontale contre Volkswagen et Ferdinand Piëch, qui se fait aussi discret que les autres sont bruyants. Wir haben Wetten gemacht, wann die Hauptversammlung zu Ende ist. Ich könnte Ihnen sagen, wie meine Wette lautet. Ich hoffe, ich verliere, dann sind wir noch früher zu Hause. Le duel se déroule maintenant sur la place publique. Ce que Ferdinand Piëch a reproché à Wendelin Wiedeking, c'est d'avoir transformé la fusion amicale entre deux entreprises qui, selon lui, étaient parfaitement logiques, en une OPA hostile, et d'avoir eu une attitude effroyablement arrogante que les gens de Volkswagen ont interprété comme s'il leur avait dit « Nous vous rachetons, et maintenant, les patrons, c'est nous ». Il traitait parfois les directeurs de Volkswagen comme des gamins. Il les interrogeait, il essayait de les coincer. Du coup, les gens de Volkswagen étaient totalement sur la défensive face à ceux de Porsche. Et Piëch a vu arriver le moment où la fusion allait mener droit dans le mur. Parce qu'on peut avoir toutes les actions qu'on veut. Si la direction et le personnel se braquent, on perd le contrôle de l'entreprise. Les Porsche sont sûrs de leur victoire. La tentative de rachat se mue en lutte pour le pouvoir, et leur clan se voit déjà dans le rôle du vainqueur. En coulisses, Wolfgang Porsche crée la surprise en se faisant élire président du conseil de surveillance de Porsche. Et du coup, se désigne général en chef dans la bataille. Tous les regards sont rivés sur lui. Tout à coup, Wolfgang Porsche s'est retrouvé en première ligne. Il avait sa photo en couverture du Manager Magazine, ce qui aurait été impensable auparavant. Partout, on s'adressait à lui comme au monsieur Porsche qui participait à cette grande fusion. Pendant des semaines, l'Allemagne suit le duel entre Porsche et Volkswagen. Les enjeux sont considérables. Wolfgang Porsche va-t-il enfin se servir de son nom pour prendre le pouvoir ? À ce titre, il aurait effectivement eu l'avantage sur son cousin Ferdinand Piëch. Et il aurait alors pu lui dire ce qu'il avait à faire à Wolfsburg. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été prévu à Stuttgart. Et bien évidemment, cela ne convenait absolument pas à Ferdinand Piëch. Serait-il capable de alliés pour atteindre des objectifs précis? Dans ce cas, Christian Wulff, ministre-président du Land de Basse-Saxe, était son allié naturel. L'homme politique se bat pour défendre cette clause importante. À son tour, le personnel de Volkswagen se mobilise contre la prise du contrôle par Porsche. Grâce à l'aide de ses alliés, Ferdinand Piëch réussit à repousser l'attaque. La crise financière de 2009 donne le coup de grâce à ce qui reste du plan Porsche. Les crédits astronomiques se transforment en pièges. Il était clair que Porsche n'était plus le chasseur, mais le gibier. Porsche a dû aller quémander de l'aide au groupe Volkswagen, qui accorda un crédit relais de plus de 700 millions d'euros.
Les rapports de force s'étaient inversés de façon spectaculaire. Ce n'était pas Porsche qui contrôlait Volkswagen, mais Volkswagen qui présidait à la destinée de Porsche. Je crois qu'il y a plus de tension chez les Porsche que chez les Piëch. Parce qu'en fin de compte, les Piëch ont un peu mieux réussi que les Porsche. Et que ça a créé une sorte de rivalité. J'imagine que les Porsche auraient préféré siéger au conseil de surveillance de Volkswagen. Ils ont essayé d'ailleurs. Elle avait un caractère plus résolu. Mon oncle était plus conciliant, plus pondéré. Ma mère était plutôt agressive, un peu comme mon grand-père. Ferdinand Porsche avait placé tous ses espoirs dans son fils. Ferry devait se sentir appelé à jouer le rôle de prince héritier. Mais sa sœur Louise savait elle aussi ce qu'elle voulait. Frères et sœurs étaient rivaux. Louise et Ferry Porsche étaient très attachés l'un à l'autre. Mais leur rapport était aussi très conflictuel. Ils avaient une relation d'amour-haine, avec des hauts et des bas. C'était probablement un lien très particulier, différent de ce qu'on trouve chez la plupart des frères et sœurs, et qui impliquait aussi une certaine dose de rivalité. Toute sa vie, Ferry Porsche a été le petit frère. Et sa sœur le lui faisait sans doute sentir. Était un membre de la famille très discret. Il venait de temps en temps sur le circuit, mais juste comme spectateur. Il restait totalement en retrait, ne se mêlant pas des affaires. Pourtant, tout ça l'intéressait beaucoup. Et puis bien sûr, il aimait assister aux soirées. Un homme très ouvert et très joyeux. Wolfgang Porsche vit de ses rentes, celles que lui vaut son nom de famille. Il n'a pas vraiment besoin de travailler. Les chroniqueurs mondains l'adorent. Pendant ce temps, Ferdinand Piëch continue patiemment son ascension chez Audi. Veut-il se prouver et prouver à la famille qu'il est le seul à être capable d'assumer l'héritage de son illustre grand-père? Porsche était déjà devenu la marque de voiture de sport. Mais en hissant Audi à un niveau qu'on pouvait qualifier de haut de gamme, il prenait un peu sa revanche. C'est alors qu'il présente une nouvelle voiture de sport. Est-ce une Porsche déguisée en Audi? Piëch aime la concurrence. Il aime donner le ton et montrer aux autres comment il faut s'y prendre. Pour Porsche, cette voiture de sport signée Audi est une véritable provocation. Nous nous sommes vraiment demandé s'il n'aurait pas mieux fait de s'abstenir. Parce que même s'il s'appelle Piëch, il reste un Porsche. Alors c'était plutôt bizarre qu'il travaille contre l'entreprise familiale. En même temps, ça nous a incité à continuer de développer ce genre de voiture. Et nous avons toujours réussi à bien nous tenir face à Audi. Pour Ferdinand Piëch, est-ce un moyen de relancer le duel avec Porsche? Pourquoi agit-il seul, sans parler de ce qu'il fait? Ich empfinde nicht, dass ich mit anderen nicht kommunizieren kann, aber es gibt Menschen, mit denen will ich nicht kommunizieren. Und die beklagen sich dann über meine mangelnde Kommunikation. Das ist aber nichts Ungewolltes. Les Porsche sont sur la défensive. L'attaque, ce n'est pas leur métier. Dans l'industrie automobile, c'est à présent Ferdinand Piëch qui donne le là. Chez Audi, son ascension vertigineuse le mène à la tête du conseil d'administration. Il introduit de nouvelles méthodes de travail. Il vérifie tout lui-même.
On ne connaît pas d'autres marques de moyenne gamme qui s'est hissée à la... À présent, l'usine KDF fabrique des véhicules militaires. Pour la famille Porsche, la production est source de bénéfices substantiels. Sur place, l'usine est dirigée par Anton Piëch, le gendre du fondateur. Anton Piëch est devenu un homme très puissant à Wolfsburg. De nos jours, on le qualifierait de jusqu'au boutiste. Porsche et Piëch étaient capables d'agir sans aucun scrupule. Ils ont eu recours au travail obligatoire, ils ont fait réquisitionner des travailleurs forcés et plus tard des prisonniers juifs. Et ils savaient parfaitement ce qui se passait. Ce recours à les travailleurs forcés contribue à l'effort de guerre, mais également à la prospérité des Porsche. La famille restera toujours liée à l'entreprise qui deviendra ensuite Volkswagen. Pendant la guerre, l'usine est bombardée. Le clan Porsche-Piëch se réfugie en Autriche. Il s'installe dans la propriété familiale à Zell am See. Ils y ont vécu une bonne partie de l'après-guerre. Le bon côté, c'était que les familles Porsche et Piëch y ont passé une grande part de leur temps. On peut donc dire que l'histoire des Piëch et celle des Porsche sont liées depuis 1930 au moins. Ferry se marie à son tour. Son épouse, Dorothea Reitz, est convaincue des bienfaits de la pédagogie Waldorf. C'est l'époque où Ferdinand Porsche, leur père, travaille sur un projet d'automobile qui serait accessible à tous, une voiture du peuple. Dès le début, il travaille avec son fils Ferry. Les deux hommes élaborent différents prototypes. Leur client potentiel est le régime nazi, qui voit en cette voiture un instrument de mobilisation populaire. Hitler reçoit Ferdinand Porsche et le charge de développer la Volkswagen, littéralement la voiture du peuple. En 1936, les Porsche construisent à Stuttgart une fabrique destinée à tester les prototypes produits en petite série. C'est le berceau des usines Porsche actuelles. Père et fils forment une équipe bien rodée. Ferry Porsche dirige les essais. La Volkswagen de Stuttgart pourrait bientôt être fabriquée en série. Mais pour cela, il faudrait une usine plus importante et le soutien d'Hitler. Bien sûr, il s'est un peu mis au garde à vous, comme on dit. Il a fait